Donc, bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Marie-Odile Crinon et il me revient l'honneur et le privilège d'animer cette table ronde qui est consacrée à l'innovation dans l'armée de l'air. Et on vous expliquera un petit peu pourquoi ce choix, mais permettez-moi d'abord de vous présenter mes trois invités. Donc d'abord le colonel Pierre Quéant, qui est le directeur de l'innovation au sein de l'armée de l'air, pilote de chasse de formation. Pierre Barbarou, qui est directeur de la chaire cyber-résilience aérospatiale à Salon de Provence. Et donc le commandant Gigant, qui est directeur du centre d'excellence drone, basé également à Salon de Provence, et peut-être avez eu le plaisir de voir nos deux exposants qui viennent de Mont-de-Marsan et de Paris, qui complètent, je dirais, cette démonstration de l'armée de l'air dans l'innovation. Donc on est réunis cet après-midi ici pour vous présenter un petit peu ce que fait l'armée de l'air en termes d'innovation, et vous allez être un petit peu surpris, hein, ce n'est pas uniquement des Rafales ou l'ancien Mirage 2000 ou la 400M, mais un petit peu comment on opère et sur quel sujet on travaille aujourd'hui. Et pour vous mettre en appétit, on va lancer un petit film qui avait été préparé pour le meeting aérien de la base aérienne d'Évreux au mois de juin dernier et qui récapitule toutes ces innovations. Ah, il n'y a peut-être pas du son. Est-ce qu'on peut avoir du son ? C'est parce que le son est coupé ici. Ah, le son est coupé sur le PC, mais ça va revenir. Alors, attendez. Voilà, comme je vous le disais, c'est un petit film qui a été fait. Vous avez pu voir des choses très différentes dans ce film, puisqu'on a vu à la fois de l'innovation opérationnelle avec des avions, des drones, mais aussi de l'opération. Vous avez vu ce portique de sport qui permet aux hommes de continuer, aux femmes, à continuer à faire du sport, même en opération extérieure, comme par exemple actuellement au Sahel. Alors je me retourne vers vous, colonel Quéant, donc vous êtes directeur de l'innovation pour l'armée de l'air. Et en fait, pourquoi l'innovation est aussi importante pour l'armée de l'air, alors que vous avez pléthore d'industriels qui réfléchissent autour de vous aujourd'hui et pour vous sur cette innovation, sur vos engins de demain? Oui, Marie-Odile, bonjour à tous. Il faut être conscient que pour l'armée de l'air, et je dirais même les armées en général, l'innovation, comme c'était indiqué dans ce film, c'est une longue histoire pour nous.
Donc nous avons dans nos gènes, dans notre ADN, cette nécessité et cette envie à la fois d'innover. L'homme s'est élevé vers le ciel en étant innovant, et en fait tout au long de l'histoire on a continué. Et alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de continuer à innover? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire de manière institutionnelle, au-delà de ce que peut proposer l'industrie? Vous avez raison de le souligner, hein, et on l'a vu sur les images, hein, on a nombre d'innovations dans nos systèmes actuels. En fait, il se passe quelque chose de très important. Il y a un phénomène d'accélération à l'heure actuelle. Sur les théâtres d'opération, il y a de l'innovation, notamment chez nos adversaires. Et pour nous, il y a une vraie nécessité d'être au rendez-vous. Et il y a une vraie nécessité de tirer tout le profit qu'on peut de l'innovation pour conserver notre supériorité opérationnelle. Et pour faire ça, on a besoin de le faire vite. Et on constate qu'on est dans des logiques d'acquisition, on pourrait dire des logiques de passage à l'échelle, en parlant d'innovation, qui sont relativement longues à l'heure actuelle. Donc on a besoin de trouver de l'agilité, on a besoin d'être en boucle courte, un petit peu comme dans le monde civil, hein, comme dans l'industrie. On a besoin d'injecter par petites étapes de l'innovation à travers ce qu'on fait. Ça concerne la technologie, mais pas seulement. Ça concerne beaucoup la manière dont on se sert de la technologie, ce qu'on peut appeler l'aspect un peu culturel. On a besoin de revisiter tout ce qui va avec nos outils à travers cette innovation. Donc ça concerne ce qu'on appelle la doctrine, l'organisation, les installations qu'on peut avoir, l'infrastructure, etc. Donc on a besoin d'une approche assez globale, assez générale, assez transverse pour intégrer tous ces facteurs-là. Et on a besoin de le faire nous-mêmes au quotidien. C'est fondamental. Alors, commandant Gigant, je viens à vous. Vous êtes donc directeur du centre d'excellence drone basé à Salon de Provence, parce que quand on pense innovation, naturellement on pense en drone, hein, qui est une capacité qu'on a vu émerger très rapidement ces dernières années. Quelle est un petit peu votre contribution et votre rôle par rapport à ce que vient de décrire le colonel Kéan? Déjà, bonjour à tous. Effectivement, je dirige le centre d'excellence drone de l'armée de l'air, qui est très clairement un domaine d'application de l'innovation adapté au monde des mini-drones et des drones dits tactiques. Là, je vous ai amené d'ailleurs un petit exemple d'innovation qu'on a au sein de l'armée de l'air. Il y en a plusieurs, là, c'était facilement transportable. Bien évidemment, le colonel parlait de boucles courtes, mais à ça est aussi associée la notion de dualité, qui est une cause et une conséquence de cette boucle courte. Bien évidemment, dans le monde du drone, vous remarquez qu'il y a un nombre d'entreprises dans le monde qui font des mini-drones, qui font de la technologie. Et finalement, la question des armées se pose, quel est le type de technologie qui potentiellement est utilisable, implémentable à des fins opérationnelles? Et finalement, le centre d'excellence drone fait la boucle courte entre l'identification de ces besoins à caractère opérationnel, l'identification des technologies qui vont permettre aux armées de garantir cette supériorité dont le colonel a parlé tout à l'heure. Donc finalement, le centre d'excellence drone, c'est vraiment, dans le monde du drone, l'implémentation et la liaison de données tactiques entre les opérationnels, ceux qui ont des besoins opérationnels, et finalement le monde de la technologie et le monde du capacitaire dans le monde du drone. Le centre ne fait pas que cette liaison-là, il fait ses propres développements. Bien évidemment, quand vous imaginez que vous avez des besoins, vous en avez sûrement aussi vous en tant que structure, alors Crédit Agricole, banque, en bottom-up, vous avez des besoins. J'aurais tendance à dire que tout le monde est innovateur et tout le monde a la capacité à regarder ce qui est important dans les process de traitement de l'information et dans ce qu'il fait pour pouvoir potentiellement soit capter ce qu'il y a sur le marché et l'adapter à ses propres besoins, soit le deuxième pan de ce que fait le CED, c'est-à-dire potentiellement développer sa propre technologie parce que celle-là n'existe pas sur le marché. Ce qui finalise la notion de dualité, quand elle existe, on l'intègre, quand elle n'existe pas, on la partage. Alors Pierre Barbarou, vous êtes sur un sujet qui est, je dirais, très transverse, puisque vous dirigez l'HCR Cyber-Résilience Aérospatiale. Et donc comment, avec un sujet aussi transverse, on peut s'inscrire dans cette démarche d'innovation de l'armée de l'air et de tout ce qu'elle comporte? Vaste question. Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, je parle en tant que... Alors, vous avez remarqué, je n'ai pas d'uniforme. Hein, c'est pas grave. Non, ça n'est pas une tare. Tout va bien. Moi, je suis chercheur, en fait, et je travaille
sur le même site que le commandant Gigant, à l'école de l'air. Et une de mes activités au quotidien, c'est d'essayer de piloter des projets de recherche qui ont un intérêt pour l'institution, pour l'armée de l'air, et en particulier sur les questions de cybersécurité, de cyberdéfense. Et on travaille essentiellement, si vous avez en tête, si vous voulez, le cycle de développement ou la façon dont on va maturer une nouvelle idée, dont on va l'exploiter potentiellement à terme, il y a des étapes intermédiaires, il y a des étapes amont, des étapes aval dans un processus d'innovation. Et nous, de Salon de Provence, parce qu'on est un centre de recherche, on est sur des étapes très en amont, où on va essayer de faire dialoguer des besoins opérationnels que peut exprimer par exemple mon camarade, avec des capacités de recherche qui peuvent être disponibles au niveau de mes collègues du centre de recherche. Et pour ce qui concerne plus spécifiquement les questions de cybersécurité ou cyberdéfense au sens large, on a fait le choix sur le site de Salon de Provence, où se situe l'école de l'air, d'explorer des questions qui sont à l'interface entre des enjeux technologiques sur des problématiques très identifiées, sur de la détection de menaces par exemple, et puis des enjeux relatifs aux usages et à la traduction de ces usages en capacité organisationnelle. Et je sais que nos organisations, c'est vrai pour l'armée de l'air, mais c'est vrai aussi pour les entreprises qui travaillent dans le secteur bancaire et financier au sens large, il y a des transformations numériques qui engagent une réflexion autour des usages de ces technologies, parce que ça bouleverse à la fois la façon d'apporter de la valeur ou de créer de la valeur pour vos clients. Et nous, nos clients, on a un client bien identifié, hein, c'est vous, c'est nous. Et on crée de la valeur pour ce client, mais vous avez le même type de problématique. Et ces transformations numériques appellent aussi des changements qui renvoient aussi à nos capacités, nos compétences, et parfois même nos modèles culturels ou nos identités professionnelles. Donc c'est ce type de questions qu'on va explorer d'un point de vue fondamental à Salon de Provence, et en particulier au centre de recherche. Alors, juste pour les non-initiés, je rappelle que Salon de Provence, c'est le lieu historique et l'école de l'air, c'est l'école d'ingénieurs qui forme tous les pilotes, mécaniciens, basiers et tous les professions qui constituent les 44 000 hommes de l'armée de l'air. Il y a d'autres sites de formation, mais celui-là est un site historique majeur, c'est aussi le siège de la patrouille de France. Donc après avoir un petit peu exploré le pourquoi, et on a bien compris à la fois que c'était dans votre ADN et dans de multiples domaines, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est un petit peu le quoi, un petit peu sur quel projet vous travaillez aujourd'hui. Alors, on sait que vous êtes un petit peu tenu à la confidentialité sur certains sujets, mais aujourd'hui, colonel Kéance, c'est quoi vos grands sujets d'innovation, de réflexion, que ce soit boucle courte ou boucle longue? Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui dans l'armée de l'air? Alors, en réponse courte, je dirais nous travaillons sur tout. Merci. mais je vais développer un petit peu, bien sûr. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Barbaroux. On a une approche qui est de saisir les opportunités à travers les usages, les opportunités d'usage. C'est assez fondamental et je vais expliciter un petit peu. Avant ça, comme il a été dit, les clients, c'est vous, c'est vrai, c'est la nation, ses citoyens. Et nous, on a 4 grandes catégories de missions, je dirais. Pour situer un petit peu les choses, on a nos opérations extérieures et intérieures, là où on opère concrètement au quotidien aujourd'hui. On a la posture permanente de sécurité, la fonction de police du ciel. Donc l'armée de l'air est en charge d'exercer cette police du ciel, garantir la souveraineté de l'État dans le ciel. Nous avons la participation à des missions d'assistance publique quand il se passe des événements particuliers, donc nous apportons notre concours. Et puis nous avons une posture permanente stratégique. Nous participons à la mission de dissuasion. Voilà. Donc nous, nos métiers, nos activités se déclinent à partir de ces grands domaines. Alors là-dedans, vous me direz, il y a des choses qui sont très étatiques, qui sont confidentielles pour certaines, je vous l'accorde. Donc comment trouver de l'innovation qui va venir enrichir, qui va venir maintenir notre supériorité opérationnelle là-dedans. Alors il y a 2 catégories d'approches en fait. Il y a l'approche qu'on pourrait qualifier d'institutionnelle, avec la R&D, des investissements, des développements de programmes, etc.
Donc ça, c'est connu, ça se pratique. Et là, on n'a rien de très original, entre guillemets. Par contre, ce qui est un petit peu nouveau depuis ces dernières années, nous avons de vraies opportunités, notamment impulsées par le développement du digital. Et là, nous voulons vraiment pouvoir capter ce qui va devenir une vraie plus-value opérationnelle à court terme, et si possible à bas coût. Donc on a la volonté d'aller vite, et on a la volonté de capter. Et donc on s'organise en fonction de ça. On pousse nos personnels à libérer leurs énergies, c'est comme ça que le dit notre chef. On sait qu'on a un vivier d'innovateurs, c'est notre grande chance dans l'armée de l'air, parce que ce sont des gens qui au départ seront attirés par tout ce qui est technologique, sont attirés par la mission. Ce sont des gens qui, au bout d'un certain temps, ont une grosse expérience opérationnelle, une grande expertise, donc ils ont une certaine appétence pour l'innovation. Et donc on veut les amener à concrétiser leurs rêves, en fait. Donc on essaie d'impulser tout ça, c'est un petit peu le rôle qui m'a été confié, c'est d'animer cette fonction innovation dans l'armée de l'air. Voilà comment on s'y prend. Et tout ça, ça repose bien entendu sur une ressource humaine qui est précieuse et qu'il faut enrichir et porter le plus haut possible. On voit d'ailleurs sur le stand de l'armée de l'air nos deux innovateurs, le lieutenant Roy et le capitaine Anne, qui sont des innovateurs, donc des hommes qui viennent du terrain et qui avec passion vous expliquent ce qu'ils ont mis au point chacun sur la base aérienne sur laquelle ils sont affectés. Pierre Barbaroux, vous nous disiez qu'à Salon, vous étiez plutôt en amont de ce processus d'innovation. Vous avez employé d'ailleurs le terme de recherche. Quels sont aujourd'hui un petit peu vos champs d'exploration sur lesquels vous travaillez, vous essayez de trouver ce qui fera la différence demain? C'est quoi vos grands sujets aujourd'hui? Oui, on a une identité qui est celle de l'école de l'air. On forme les officiers de l'armée de l'air. Donc on va essayer de traduire un programme de recherche, l'idée étant de produire des connaissances fondamentales qui pourront ensuite maturer et faire l'objet de développement technologique. Et donc on va produire un programme de recherche qui fait sens au regard de ce que l'on fait, c'est-à-dire former des officiers de l'armée de l'air. Et le choix qui a été fait, c'est d'essayer de mettre en place une approche pluridisciplinaire. Donc, si vous voulez, le centre de recherche est composé d'une multiplicité de compétences, à la fois, pour le dire rapidement, dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine des sciences pour l'ingénieur ou des sciences plus fondamentales, si vous voulez. Et l'ensemble de mes collègues participent de la production de connaissances dans deux champs particuliers qui nous semblent et qui ont été validés par l'école de l'air, qui nous semble pertinent au regard du contrat de formation. Le premier, c'est essayer d'analyser les enjeux autour du commandement et de la conduite des opérations, disons à l'âge de l'information, à l'âge des réseaux, à l'âge où on utilise des plateformes qui sont pilotées à distance, où on peut combiner les façons de diffuser l'information, de les partager de manière horizontale ou verticale, à l'âge où on cherche à développer des capacités de flexibilité dans l'emploi des forces aux justes besoins, compte tenu des caractéristiques finalement des théâtres d'opération qui sont complexes. Je ne développe pas plus. Donc cette question du commandement et de la conduite, puisque l'école de l'air forme les officiers qui équiperont, si vous voulez, les structures de commandement et de conduite des opérations aériennes. Et puis le deuxième volet qui intéresse plus particulièrement le centre de recherche et sur lequel on essaye là aussi de produire de la connaissance, c'est celui qui intéresse plus directement mon camarade de droite, c'est-à-dire les systèmes autonomes. Alors, dans la famille des systèmes autonomes, il y a les systèmes pilotés à distance, mais ce n'est pas uniquement le... Hein, tu ne me contredis pas? Voilà, donc cette question de l'innovation technologique dans un écosystème qui est celui des drones, à la fois pour assurer, disons, les missions qui sont les missions régaliennes et les missions habituelles de l'armée de l'air en termes de reconnaissance ou de relais de communication, par exemple. Voilà. Justement, commandant Gigon, Pierre Barbaroux rappelait que vous êtes très focus sur un objet, sur le drone ou le système autonome. Comment vous travaillez justement, comment vous posez les problèmes de demain autour de cette capacité? Est-ce que vous raisonnez c'est un objet à une capacité ou quelle est votre démarche aujourd'hui, vous, Centre d'excellence drone? Alors effectivement, le drone est l'objet d'application de potentiels concepts opérationnels au sein des forces, mais finalement, moi je serais un peu innovant dans ma réponse. C'est bien. On pourrait attendre que je parle de drone, mais
paradoxalement, je vais parler de drones à la fin de mon propos. Et ce qui est intéressant dans tout ce qui a été dit là, c'est la notion d'interdisciplinarité. Et ce qui est important de dire dans l'innovation, c'est le concept, et je viendrai après sur la notion d'intelligence artificielle. Alors pour petite anecdote, je travaille avec le docteur Barbarou parce que je suis moi-même docteur, je suis docteur en neurosciences cognitives et intelligence artificielle. Et en fait, la notion de compétence transverse dans l'application des technologies est d'une importance capitale dans l'innovation. Ce qui me fait vous demander, pour vous réveiller un peu, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est important. C'est la base de l'innovation, c'est la base aussi, dans une certaine mesure, ou en tout cas la connexité avec l'interdisciplinarité. Alors, qui se lance? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est une conséquence. Compréhension des situations complexes, c'est aussi un peu une conséquence. Alors moi, j'emploierai 2 mots pour l'intelligence, c'est l'adaptation et l'évolution. Et l'innovation, en fait, elle a ces 2 caractéristiques. Il faut toujours s'adapter et évoluer, très clairement. Et c'est là, en fait, où le mot intelligence a toute sa valeur, en fait, dans la notion d'innovation, et qui fait qu'un objet comme le drone, je finis mon propos par l'objet du drone, est lui-même un objet très pluridisciplinaire. Parce que dans ce type d'objet, vous avez de la robotique, vous êtes à la confluence d'objets interdisciplinaires entre la robotique, la notion d'autonomie des systèmes que représente l'intelligence artificielle et son employabilité opérationnelle que représente finalement son utilisation et son usage. Donc finalement, l'idée d'être intelligent, entre guillemets, d'avoir potentiellement toutes les compétences ou au moins de les mettre en agrégation, c'est l'une très clairement des conditions d'innovation dont l'organisation doit être garant pour mettre en relief et en lien toutes ces compétences. Et je finirai par un seul propos. En latin, intelligence veut dire intel legere, ça veut dire faire le lien entre. Effectivement, mais question pour vous, toujours, commandant Gigant. En fait, on voit que le domaine que vous adressez, la façon dont vous posez le problème est quand même très vaste. Comment vous faites pour être dans le vrai tempo, le bon tempo, par rapport à la demande opérationnelle? On a des troupes aujourd'hui basées au Sahel, au Levant, qui ont besoin de cette capacité, qui ont besoin de cette solution, je sais pas comment, cet objet, je ne sais pas comment on peut le nommer. Comment vous faites quand vous adressez un sujet aussi vaste pour rester dans un tempo opérationnel et avoir la réponse rapidement, enfin des réponses rapidement? Alors le gros challenge qu'on a à l'école de l'air, organisé par l'état-major que représente le colonel ici présent, le gros challenge, je pense, qu'il y a derrière tout ça pour nous, c'est effectivement la boucle courte. Cette boucle courte, elle ne s'organise pas uniquement avec une réponse, entre guillemets, d'ingénieur. Vous parlez de solution. Effectivement, quand on a un problème, on peut avoir une boîte à outils préconditionnée et on trouve des éléments à l'intérieur et on construit sa solution. Vous avez compris qu'en fait, que la chaîne de traitement de valeur, enfin la chaîne de valeur qui permet le traitement des situations complexes technologiques qu'il y a ici présent devant vous, elle est très clairement liée entre l'amont, la compréhension, qui quelque part devient un outil au service du besoin opérationnel à travers l'implémentation technologique. Et c'est cette chaîne de valeur qui est la plus complexe à mettre en œuvre en boucle courte. Et pour ça, on revient au concept de dualité. Il faut s'appuyer sur des collaborations, il faut s'appuyer sur des savoirs communs. Et il faut s'appuyer dans une certaine mesure sur, on revient toujours pareil, à la notion de collaboration et d'interdisciplinarité collaborative. Et tout ça fait que, à un moment donné, on puisse répondre de manière pertinente, alors que si on avait répondu de manière très déterministe, un peu comme un ingénieur, entre guillemets, sans dévaloriser la manière de résoudre le problème d'un point de vue d'ingénieur, eh ben on ne résoudrait pas la situation avec la même potentialité d'innovation. Pierre Barbarou, vous travaillez un petit peu avec les mêmes principes de dualité, d'ouverture, de coopération sur votre domaine de recherche. Comment ça se passe, vous, sur votre sujet, pour la chaire cyber et tous les autres sujets que vous opérez aujourd'hui? Alors, pour ce qui concerne le fonctionnement de la chaire, on a effectivement l'innovation est un processus d'apprentissage et le plus souvent l'apprentissage est un phénomène collectif. Il y a, à ma connaissance, pour explorer le sujet au quotidien dans mes activités de recherche, il n'existe pas finalement, ça n'existe pas l'innovateur, c'est-à-dire l'inventeur totalement isolé qui sortirait de son garage et qui d'un coup a inventé l'ordinateur personnel ou le micro-ordinateur, ça n'existe pas. Donc on est sur des processus collaboratifs, on est sur des processus collectifs.
Pour ce qui concerne les activités de la chaire, on va travailler essentiellement avec différentes catégories d'acteurs, si vous voulez. Bon, la recherche, si vous voulez que je représente, donc les chercheurs, les industriels, petits ou grands, en fonction des problématiques de recherche qui sont les nôtres, et puis les opérationnels. Donc pour ce qui me concerne, les aviateurs et les aviatrices, qui ont la capacité de formuler des besoins, et c'est là où il y a une vraie plus-value, il y a une vraie source de valeur à être capable d'exploiter cette source de connaissances, celle qui vient des opérationnels, parce que c'est ce qui va faire la différence dans la capacité à développer des systèmes, des solutions techniques, mais pas nécessairement, ou des modèles d'organisation qui répondent à des besoins, parfois qui préfigurent ce que sera le marché demain, si vous voulez, pour employer un langage commercial. La façon de conduire les opérations militaires demain, pour employer un langage plus militaire. Et ça c'est être capable d'exploiter ces sources de connaissances, ça suppose d'animer un réseau de partenaires qui sont essentiellement des chercheurs, des industriels et des opérationnels. Et si on est capable de le faire dans des structures assez flexibles et agiles, qui apparaissent adaptées lorsqu'on pose des questions de recherche en amont, alors on se donne les moyens peut-être de produire une connaissance utile ou qui le sera à terme et qui ensuite pourra maturer et être développée dans les forces. Mais pour ce que je sais, ce que je vois au quotidien, nous on est spécialisé, focalisé sur la partie amont. Et ensuite, peut-être Daniel fait des transitions, le commandant Gigant, et ensuite c'est à l'armée de l'air de développer avec des dispositifs organisationnels plus adaptés lorsque la maturité de la technologie augmente et lorsque le marché finalement devient lui aussi plus mature et que le besoin se fait beaucoup plus précis ou pressant. Ça, c'est le modèle, disons, classique assez linéaire. On a compris l'importance des coopérations et vous avez cité un certain nombre d'acteurs, aussi bien de la recherche, des écoles d'ingénieurs, des grands groupes, des start-up, des PME. Je voudrais quand même souligner aussi qu'il y a peut-être d'autres acteurs, et en particulier le Crédit Agricole, qui est très présent dans l'écosystème de l'armée de l'air. L'armée de l'air, comme toutes les armées, est très implantée dans les régions et en province. Et il y a juste un an, on avait fait un hackathon à la base aérienne de Mont-de-Marsan, un week-end. Et le Crédit Agricole avait été extrêmement présent, et pas seulement pour donner un chèque à la fin aux heureux gagnants, mais on avait eu la chance d'accueillir le patron de la caisse régionale, et qui avait été très présent pour soutenir, de même que les villages BAICA ont aussi de nombreuses coopérations avec l'armée de l'air et les armées en région. C'est un point à souligner. Colonel Cahan, je reviens avec vous parce que le commandant Gigant et Pierre Barbaroux nous ont un petit peu décrit comment eux, au contact des opérationnels, ils travaillent. Vous, votre job à l'état-major à Ballard, au ministère des Armées, c'est de connecter un petit peu les innovateurs qu'est chaque aviateur avec le haut de la pyramide, le chef d'état-major, son COMEC. Comment vous arrivez à faire ça? Comment est organisée un petit peu l'innovation pour que ce rouage fonctionne bien? En fait, il faut une série d'ingrédients pour l'innovation. On le voit un petit peu en filigrane de ce qui a été dit. On pense souvent à la technologie, et chez nous, on a un tropisme assez fort pour des solutions technologiques. Et ce que vous abordez là, c'est l'aspect un peu culturel des choses, ou l'aspect parfois aussi structurel des choses. Comment est-ce qu'on connecte un innovateur de terrain au chef d'état-major de l'armée de l'air ? Je dirais que le chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est aussi une des caractéristiques dans notre institution. Un jour, il a été sous-lieutenant, puis capitaine, etc. Donc il a progressé à travers toutes les strates de l'institution. Donc lui-même, un jour, il a été sur le terrain, il a été en opération, et il connaît la réalité du terrain. Et ça, pour nous, c'est une vraie chance. Parce que quand un innovateur peut croiser le chef d'état-major, ou quand le chef d'état-major vient voir ses troupes, il comprend rapidement de quoi il s'agit en fait. Donc on a cet aspect acculturation qui est assez facilité par cela. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une réalité du terrain qui est que le terrain n'attend pas. J'en ai parlé en introduction. Donc de toute façon, il faut pouvoir aller très vite. C'est ce qu'on cherche à faire en fait. Et là aussi, on n'est pas simplement au niveau du terrain à avoir compris qu'il faut aller très vite. À l'état-major, on en est bien
convaincu. Il y a, alors, j'ai décrit un petit peu nos avantages dans la situation. On a un certain nombre de, je dirais pas d'inconvénients, ni de barrières, ni de freins. C'est des mots que j'entends souvent, mais que je reconnais pas trop. Je pense qu'il y a un certain nombre de pesanteurs dans des institutions comme l'armée de l'air ou comme le ministère des Armées, qui sont hérités de l'histoire. Hein. Et ces pesanteurs, finalement, on a su les vaincre avec l'aviation. On a fait voler des avions. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à vaincre des pesanteurs compte tenu de la nécessité d'aller vite sur le terrain. Donc on mise sur cet effet d'envol dont on est capable dans l'armée de l'air pour reconsidérer un certain nombre de choses, reconsidérer un certain nombre de processus, voire même en créer des nouveaux pour donner un élan, pour donner une impulsion, pour donner un envol à cette innovation qui est, on l'a dit, et je le répète, qui est foisonnante dans l'armée de l'air. On a besoin de la faire passer rapidement à l'échelle, on a besoin que tous ces démonstrateurs, ceux que vous pouvez voir aujourd'hui, ceux que vous avez pu voir dans la vidéo, puissent être sur nos théâtres. Et on profite un petit peu de nos atouts. Dans l'armée de l'air, je dirais que, encore une fois, nos chefs sont conscients de la réalité du terrain et comprennent la nécessité d'aller très vite. On va redescendre du haut de la pyramide au terrain. Le commandant Gigant nous a apporté donc un petit drone. Donc c'est pas les grands drones. On parle toujours de ces grands drones au Sahel qui vont chercher du renseignement, etc. Mais en fait, les drones sont multiples. Et quand je lui ai proposé de venir cet après-midi, je lui ai dit: est-ce que vous pouvez apporter un petit drone qui rentre dans votre bagage dans le TGV? Et il m'a dit avec plaisir. Alors celui-là, il est particulier. Vous pouvez nous le présenter un petit peu? Alors, avant de présenter, je ferai la transition avec le colonel en disant que je pense que l'une des plus grandes forces de l'armée de l'air, c'est sa capacité potentiellement à accompagner des expertises qui innovent et qui s'expriment. Et je donnerai un exemple très concret qui est le mien dans cette institution. On m'a donné l'opportunité de monter un centre vraiment de zéro. Un centre qui maintenant aujourd'hui fait presque référence au niveau européen dans le domaine de l'emploi des drones, des mini-drones et des drones tactiques. Il faut savoir qu'en moins de 4 ans, on a déjà déposé 2 brevets qu'on forme la majorité des opérateurs des systèmes de drones au sein de l'armée de l'air et des autres armées et bientôt au sein de l'État de manière générale. Ce qui démontre que, au-delà de l'innovation technologique que je vais vous présenter, il y a aussi une innovation organisationnelle. Et quelque part, planter une graine, c'est une chose, mais faire fleurir correctement le bulbe qui va donner cette jolie fleur, c'en est une autre. Ce qui m'amène à vous montrer, à faire le lien avec l'effet de terrain sur un petit système que je vous ai amené, qui est très clairement, pas la plus grosse innovation qu'on a bien évidemment au sein du centre d'excellence drone, mais qui est un peu la démonstration du fil conducteur qu'il y a entre la recherche, l'opérationnel et l'implémentation de prototypes à caractère de faisabilité. C'est bien évidemment pas un premier de série, c'est une démonstration. Cette démonstration a comme volonté de commencer à hybrider des choses avec une notion de pluridisciplinarité entre l'aspect de robotique terrestre et l'aspect de drone aérien. Aujourd'hui, on a des besoins d'hybridation des systèmes. Je ne parlerai pas des concepts d'emploi qui sont spéciaux et qui sont militaires, mais en tout cas, on a des besoins d'hybridation de systèmes. Et ce système est clairement l'identification d'une partie entre l'aspect robotique et l'aspect drone aérien. Et l'aspect robotique qui permet à la structure de marcher, vous allez voir, ça marche et ça marche. Et très clairement le lien entre la robotique terrestre et les notions de modèle biomimétique. Vous voyez que ça ressemble à un drone hein, quand vous le regardez comme ça. Hein. Normalement, les moteurs sont placés aux 4 coins. Et en fait, ça vole. Alors, j'ai enlevé les moteurs volontairement. Ça vole et quand ça atterrit, ça fait ça. Alors, si on me permet. Vous allez voir que c'est équipé d'une petite caméra. La petite caméra est développée aussi au centre d'excellence drone. C'est une petite caméra qui fait quelques grammes et qui porte à 2,7 km. Ça commence déjà à faire. Et alors là, on imagine en fait que ça vole. Hein, ça vole, normalement ça vole, ça vole, ça atterrit. Ça atterrit. Et quand ça atterrit, ça se soulève. Ça se soulève et ça marche. Donc le système est équipé d'une IA qui évite les objets. Donc il est capable d'avancer. Alors là, il glisse un peu, il n'a pas de patin. Hein.
Et donc c'est un démonstrateur bien évidemment technologique. On a l'impression que ça vit, hein, c'est un insecte, mais au départ c'est un drone, la structure est faite. Donc là-dedans finalement vous avez de tout. Vous avez le chercheur qui étudie les phases de transition mécanique entre un système de drone au départ très structurellement durci et qui potentiellement sur ses bras s'articule. Vous avez une valeur ajoutée sur les traitements de l'information du capteur optique qui est censé retransmettre de l'information, et vous avez de l'intelligence artificielle qui va gérer des comportements intelligents sur le terrain du système. Donc là, vous avez très clairement un objet qui agrège l'ensemble des compétences dans une certaine mesure de l'armée de l'air sur cette chaîne de valeur. Donc on voit effectivement, ça vole, ça marche, ça vaut à 2,7 km. Donc on voit en termes militairement un petit peu les usages par rapport au théâtre d'opération sur lequel la France opère aujourd'hui, avec des grottes et plein de choses comme ça. Et un peu l'idée, ouais, je pense. Ouais. Je ne suis pas gourou, mais quand même. Est-ce qu'en termes d'usage dual, de civil, vous avez déjà des contacts ou des gens qui sont intéressés par ce genre de capacité, de système autonome, ou vous avez pensé à des choses? Alors la dualité au CED, elle s'exprime plutôt dans l'aspect, on va dire, alors j'ai employé un gros mot, mais algorithmique et informatique. Vous avez compris qu'on fait de l'intelligence artificielle au centre d'excellence drone, et je vais vous donner un exemple de dualité très simple et en même temps très difficile. Un des brevets qu'a déposé le CED est un brevet qui permet de faire du traitement d'informations intelligent dans l'environnement dynamique et optique complexe, qui permet dans des applications militaires de faire un certain nombre de choses. De ces algorithmes de détection, de targeting, de classification, de catégorisation et de capacité à évaluer les objets complexes dans l'environnement, aujourd'hui le CED travaille avec une organisation, une association qui fabrique un œil artificiel pour les aveugles. Donc en fait, on travaille sur d'ailleurs, c'est un œil artificiel qui est porté sur un iPhone, vous allez être surpris. Les algorithmes sont tellement performants et peu volumétriques en tant que calcul qu'ils permettent d'être portés sur un simple iPhone. Et vous portez votre iPhone en bandoulière avec une solution auditive pour les aveugles de non-naissance et une solution sensitive électrique pour les aveugles de naissance. Et l'œil artificiel à travers le programme, donc à travers le smartphone, reconnaît votre situation optique et vous déclenche des ordres d'évitement en fonction de ce que vous voyez. Donc voilà, donc malheureusement, je mets au rencard les chiens d'aveugles. Merci pour cette belle illustration. Avant de conclure, peut-être s'il y a des questions dans la salle. Oui, je vous en prie. Elles sont affichées. Alors, il faut que je me retourne. Les risques de cyberattaque risquent-ils d'éclipser les attaques terrestres et aériennes à long terme? Alors là, colonel, on va faire de la stratégie militaire. Vous voulez peut-être répondre? Je vais répondre à mon niveau et je laisserai bien entendu la parole au docteur Barbarou, qui est cher cyber. Ouais. Les risques de cyberattaque et les capacités terrestres et aériennes à long terme. On parle bien de risques et ce mot dans la question est central. C'est un facteur de risque, c'est un facteur de risque pris en compte au quotidien. Alors je ne développerai pas pour un certain nombre de raisons. On commence à avoir dans notre approche opérationnelle des mécanismes un peu en gestion de risque. Ce n'était pas forcément ce à quoi on pouvait être habitué par le passé, mais on a des analyses un petit peu de cet ordre-là. Donc les risques, que ce soit celui-ci ou un autre, faut les cartographier, il faut les connaître, et ensuite il faut trouver des mécanismes pour les atténuer en fait. Risque zéro n'existant pas, c'est bien pour ça qu'on parle d'approche un peu systémique parfois, et qu'on parle de gestion de risque. Et après, en fonction des situations qui sont évaluées à l'instant T, eh bien on décide de posture. C'est un petit peu conceptuel, c'est un petit peu abstrait tout ça. La question est aussi que se passe-t-il à long terme? Je pense qu'à long terme, avec ce monde digital qui est en train de se développer, qui est en train de coloniser en quelque sorte le monde physique, on va devoir mettre à jour régulièrement nos réflexions en ce qui concerne le cyber. Parce qu'avec ce déploiement-là du digital, de nouvelles vulnérabilités vont apparaître, et donc ces facteurs de risque tels qu'on les connaît aujourd'hui, il va falloir les réactualiser. Voilà la réponse que je peux formuler un petit peu à long terme. Pierre Barbarou, vous voulez peut-être compléter? Oui, peut-être deux mots. Si le sens de la question... alors merci Julie pour la question.
si le sens de la question est est-ce qu'on a aujourd'hui une surreprésentation des menaces cyber comparativement à des menaces plus traditionnelles, plus conventionnelles, la réponse est sur le plan médiatique, c'est clair. Dans la réalité, j'en sais rien. Probablement. Ce que je peux dire, c'est qu'historiquement, pendant très longtemps, on a considéré les problématiques cyber comme étant l'apanage des spécialistes des nouvelles technologies, en particulier les gens qui font de l'IT, qui font du réseau, et on a considéré que c'était un domaine de spécialité finalement. Ensuite, on a dit, quand même, il y a quelque chose là qui s'intensifie, donc il y a peut-être une réflexion à conduire sur ne serait-ce pas un nouvel espace d'affrontement ou de conflictualité. Ça, c'est nos amis terriens qui ont développé ces concepts-là. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'il y a une perméabilité de plus en plus forte entre les espaces physiques et numériques, et qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est composé de systèmes cyberphysiques. C'est-à-dire des systèmes qui sont commandés numériquement, dont le comportement dépend d'infrastructures numériques, mais aussi, dont le comportement est observable aussi dans l'environnement physique. Et cette intégration fait que, mécaniquement, on va être amené, ça c'est mon sentiment personnel, mais à repenser finalement nos métiers et la façon de conduire les opérations dans un environnement intensément numérisé. Donc on n'est plus sur un nouvel espace de conflictualité, mais on est sur la redéfinition ou la transformation de modèles d'action qui sont aujourd'hui éprouvés, fiables, etc., mais avec une modification profonde des caractéristiques de ces modèles d'action. Par exemple, la vitesse d'exécution, la vitesse de traitement ou la masse de données à traiter. Ce type de choses. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je pense que l'impact, oui, va être de plus en plus grand. Sur le plan médiatique, on va entendre parler de ces situations de cybervulnérabilité, mais fondamentalement, les grandes organisations comme les vôtres, comme les nôtres, travaillent à augmenter les capacités de résilience de nos modèles d'action. In fine, la menace numérique a pour objectif de produire des modifications du comportement observable dans le monde réel. Et donc c'est bien là que se situe finalement l'enjeu. Comment mettre en place des dispositifs qui permettent d'être résilients au regard de ce type de menaces dans la diversité de formes que peuvent prendre ces menaces. Voilà. Tout à fait. D'autres questions ? Est-ce que cette gestion du temps court, la vitesse nécessaire à l'innovation a un coût, et lequel ? Matériel, organisationnel, temps court versus temps long. Temps long, les grands programmes d'armement, Rafale, Charles Leclerc, porte-avions. Temps court, vous en avez cité un certain nombre. Est-ce que vous pensez que c'est plus coûteux, moins coûteux ? C'est complémentaire ? On a souvent une manière de voir qui est un peu biaisée, je pense, concernant l'innovation et le coût. On a souvent une première impression où on se dit c'est pas cher, donc c'est pour ça que ça attaque le marché par le bas, c'est pour ça que ça se développe, ça fait s'effondrer un marché, c'est une nouvelle solution qui prend et qui recrée un marché derrière. Alors éventuellement, en tout cas pour celui qui est la cible entre guillemets ou l'usager éventuellement, cependant il y a bien souvent une partie immergée de l'iceberg qui est que derrière il faut un des ingrédients essentiels qui est l'infrastructure ou la structure. Et là, il y a des investissements derrière. Il n'y a pas de magie noire, en fait, ou de magie tout court. Et c'est un petit peu pareil en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que si on ne se donne pas les moyens, et je ne pense pas forcément à des moyens financiers, on a beaucoup discuté de mettre des gens en relation. L'innovation, ça résulte de la mise en relation de personnes et d'idées. D'idées et de connaissances. Se donner les moyens, c'est créer cela. On parle de fertilisation, on parle de ces choses-là. Alors, concrètement, on le fait dans l'armée de l'air. On vient de décrire un certain nombre de dispositifs, comme le CED, comme le CREA à Salon. On a d'autres dispositifs qui sont par exemple la Smart Base à Évreux, où là, on a effectivement investi pour avoir une pépinière de start-up implantée sur la base aérienne. En lien avec la CCI locale. Donc, quelque part, il y a un coût, bien entendu. Ça ne peut pas sortir comme ça de terre. Aussi brillantes puissent être les idées, il faut leur donner les moyens d'incuber, les moyens de maturer pour avoir un résultat à la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Comment protéger un drone qui peut être capturé par l'ennemi? Commandant Gigant, votre petite machine là. Alors, c'est un paradoxe parce que la question devrait être posée à Pierre, parce qu'en fait, c'est déjà la cybersécurité. C'est le paradoxe. On voit le mot drone, alors on se retourne vers moi, parce que j'ai fait un petit démo et que ça plaît aux gens. Mais en fait, alors je vais répondre, mais en même temps, je réponds avec Pierre. C'est les deux. Enfin, on a besoin de cybersécurité même sur ce type de système. Est-ce que quelqu'un connaît la configuration d'un système de drone de manière générale, indépendamment du vecteur? De quoi on a besoin pour faire voler un drone? Un émetteur. Un émetteur, donc une radiocommande dans une certaine mesure, ce qu'on appelle communément en fait une station sol. Donc vous avez une station sol, vous avez soit des relais si votre drone va très très loin, des relais satellitaires quand vous êtes hors ligne de vue, si votre relais radio ne récupère pas ce qu'on appelle la line of sight, donc la ligne de vue. Et vous avez le système de drone, et donc ce système de drone transmet de l'information, qu'elle soit image ou de manière ou des informations de type capacitaire entre guillemets pour le piloter. Effectivement, vous avez besoin de sécuriser ces liaisons de données tactiques lorsque vous êtes sur un système militaire. Donc bien évidemment, cette liaison de données est dite cryptée. Donc sur les systèmes que vous avez aujourd'hui sur le marché, je ne citerai pas des marques pour ne pas faire de pub, mais vous connaissez, bien évidemment, ces systèmes sont hackables. On peut les récupérer, on peut les brouiller, on peut récupérer le système, le faire atterrir. J'ai personnellement des technologies au centre d'Excellent Drone qui peut le faire. Mais c'est pour vous protéger, bien évidemment. Donc oui, la nécessité de cybersécurité, on revient sur le lien entre les systèmes de drone et la notion de cybersécurité, est complètement d'actualité. Pierre, vous voulez compléter le propos? Non, si la question est comment protéger un drone qui peut être capturé par l'ennemi, c'est-à-dire l'empêcher de faire du rétro-engineering, on en revient à ce que disait Daniel, c'est-à-dire sur rendre inexploitable ou inaccessible les parties considérées comme critiques. Ça engage aussi, c'est simplement pour préciser, ça engage aussi une réflexion dans une logique de cycle de vie du système, c'est-à-dire y compris en amont, lorsque sont fabriqués les composants qui seront ensuite intégrés dans l'architecture drone. Et donc là, effectivement, si on pense à des systèmes qui servent à un usage militaire, on a des systèmes qui peuvent être de grandes dimensions, donc des systèmes complexes, et la maîtrise de la chaîne de valeur, qui est très étendue elle-même géographiquement, physiquement, qui engage un grand nombre d'acteurs qui interagissent. Cette chaîne de valeur est extrêmement vaste et difficile à contrôler. Voilà. Pour donner un dernier petit exemple, on peut avoir des systèmes de drones où l'intelligence embarquée n'est pas présente sur le système. Et en fait, elle est utilisée sur la station sol, et on n'en voit que le résultat de cette intelligence qui va donner un ordre au système sans que l'intelligence soit présente. Ça veut dire que si on perd le système, on ne perd pas la possibilité, effectivement, par rétro-engineering sur le terrain opérationnel de l'ennemi, qu'il ait la capacité de faire du rétro-engineering sur les exécutables et algorithmes qui sont présents sur le système. Canal Kéan. Sur cette question de la protection du drone, je pense qu'il y a un deuxième niveau de la question qui est peut-on avoir confiance dans ces systèmes, dans l'organisme qui les met en œuvre, c'est-à-dire si on pense que ce sont des systèmes qui vont servir à des opérations, en considérant que la personne qui a posé la question l'est aussi vue sous cet angle-là, qu'est-ce qui peut nous garantir que nos armes ne vont pas être détournées finalement? Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on travaille dans ce sens-là, et c'est le cas, de démontrer finalement la fiabilité de nos armes. Alors, en la matière, alors là pour le coup, je ne pense pas qu'on innove, puisque la fiabilité de nos armes, c'est un axe fort en termes de développement capacitaire, c'est un facteur essentiel. Et là, bien entendu, toute cette innovation, et c'est un des challenges quand on va la faire passer à l'échelle, à un moment donné, il faut qu'elle passe par un certain nombre de critères qui sont justement ces critères de fiabilité qui contribuent à établir une certaine confiance, alors que ce soit pour les citoyens, mais comme pour les gens qui opèrent ces systèmes d'ailleurs. Et juste pour ajouter dans ce sens, ça veut dire aussi que quelque part, lorsque vous travaillez, et peut-être vous, dans vos organisations sur la notion d'informatique et d'intelligence artificielle, les architectures de systèmes intelligentes, pour ceux qui travaillent dessus, sont très difficilement certifiables.
Donc le passage à l'échelle dont on entend parler est d'autant plus problématique sur des systèmes qu'on appelle dits intelligents. Parce que les algorithmes utilisés, les modèles mathématiques utilisés sont à caractère non déterministe, basés sur des modèles statistiques pour ceux qui connaissent. Et donc la notion de certification est importante et d'autant plus importante pour nous dans l'armée de l'air, puisque la certification des systèmes embarqués est d'autant plus un axe majeur dans l'effort qu'on doit faire pour pouvoir garantir notre système d'armes. Et pour donner un petit exemple justement d'anticipation, l'innovation c'est aussi l'anticipation, le CED est garant d'un travail de recherche internationale sur la certification des algorithmes intelligents dans les systèmes embarqués. Donc, ce qui permet d'anticiper justement la mise à l'échelle de ces systèmes intelligents. Une question beaucoup plus triviale. Est-ce que votre drone marche dans le sable? J'ai parlé des grottes, mais je n'ai pas parlé du sable du Sahel en particulier. Alors, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de sandales non plus. Par contre, tous les modèles biomimétiques, potentiellement, là, on est sur une forme très particulière. Bien évidemment, on peut étendre le modèle biomimétique à 6-8 pattes, comme une araignée, ce qui entraîne du coup aussi une modification de l'aspect de transition de vol par rapport à la transition au sol, qui est de plus importante lorsque vous avez 4 ou 6 plutôt que 4 et 8 plutôt que 6. Donc c'est important aussi dans le travail de recherche. Mais ça peut tout faire. À un moment donné, on peut tout imaginer. On voit bien que dans la nature, j'ai employé les mots biomimétiques, dans la nature, les animaux font quand même beaucoup de choses. Maintenant, les retranscrire avec des modèles intelligents de comportement et des modèles intelligents de traitement d'information, c'est une autre problématique. C'est bon, je pense que. Donc non, il ne marche pas dans le sable actuellement. Pas encore. Donc on va lui trouver des sandalettes pour l'été prochain. Et donc je pense que c'est l'heure de la conclusion arrive. Colonel Kéan, peut-être un message en résumé de cette table ronde sur l'innovation dans l'armée de l'air, un message de conclusion qui vous vient. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je retiens l'aspect l'innovation, c'est de la collaboration. Dans l'armée de l'air, on se voit comme une équipe, mais pas une équipe isolée, on se voit comme une équipe aussi en lien avec d'autres équipes dans le ministère et au-delà. Donc nous, on mise à la fois sur notre richesse, c'est celle de nos aviateurs, mais on mise aussi sur les échanges qu'on peut avoir avec au-delà de l'armée de l'air, parce qu'on sait que c'est de ces échanges que viendront nombre d'innovations. Voilà, et c'est un petit peu le sens de notre présence ici, c'est de montrer qu'on mise sur cet échange et sur cette collaboration dans un monde assez ouvert pour le coup. Un grand merci à tous les trois, j'allais dire l'équipe, c'est 5, parce qu'on a 2 exposants, donc merci à tous les 5 d'être venus, et parfois de loin, encore une fois, puisqu'on a des gens de Mont-de-Marsan, de Salon de Provence. Merci à l'armée de l'air de nous avoir honoré de sa présence aujourd'hui et demain à ces 48 heures techno. Et puis donc très belle journée à toutes et tous. Merci. Merci Marie-Odile et merci au Crédit Agricole. Depuis plus importante lorsque vous avez 4 ou 6 plutôt que 4 et 8 plutôt que 6. Donc c'est important aussi dans le travail de recherche. Mais ça peut tout faire. À un moment donné, on peut tout imaginer. On voit bien que dans la nature, j'ai employé les mots biomimétiques, dans la nature, les animaux font quand même beaucoup de choses. Maintenant, les retranscrire avec des modèles intelligents de comportement et des modèles intelligents de traitement d'information, c'est une autre problématique. C'est bon, je pense que. Donc non, il ne marche pas dans le sable actuellement. Pas encore. Donc on va lui trouver des sandalettes pour l'été prochain. Et donc je pense que c'est l'heure de la conclusion arrive. Colonel Kéan, peut-être un message en résumé de cette table ronde sur l'innovation dans l'armée de l'air, un message de conclusion qui vous vient. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je retiens l'aspect l'innovation, c'est de la collaboration. Dans l'armée de l'air, on se voit comme une équipe, mais pas une équipe isolée, on se voit comme une équipe aussi en lien avec d'autres équipes dans le ministère et au-delà. Donc nous, on mise à la fois sur notre richesse, c'est celle de nos aviateurs, mais on mise aussi sur les échanges qu'on peut avoir avec au-delà de l'armée de l'air, parce qu'on sait que c'est de ces échanges que viendront nombre d'innovations. Voilà, et c'est un petit peu le sens de notre présence ici, c'est de montrer qu'on mise sur cet échange et sur cette collaboration dans un monde assez ouvert pour le coup.
Un grand merci à tous les trois. J'allais dire l'équipe, c'est 5, parce qu'on a 2 exposants. Donc merci à tous les 5 d'être venus, et parfois de loin, encore une fois, puisqu'on a des gens de Mont-de-Marsan, de Salon de Provence. Merci à Lard Medler de nous avoir honorés de sa présence aujourd'hui et demain à ces 48 heures techno. Et puis donc, très belle journée à toutes et tous. Merci. Merci Marie-Odile et merci au Crédit Agricole.